Bonjour, quelques ennuis au niveau du titre, mais ça ne nous empêche pas de continuer cette édition. Merci d'être au rendez-vous de ce journal de 13 heures. L'enseignement supérieur au Togo va faire peau neuve sous la houlette du président Fornia Singbe. Tout le système éducatif, y compris la recherche, sera passé au peigne fin sous le label Conseil présidentiel sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche. La coopération, les infrastructures, les innovations, les bourses d'études et bien d'autres sujets sont à l'ordre du jour de ces assises qui vont durer 3 jours. L'ouverture a eu lieu ce matin à la place des fêtes de la nouvelle présidence de la République. Le chef de l'État a prononcé une importante allocution au cours de cette cérémonie. Et Soram Teou reviendra plus en détail sur les travaux de ce Conseil présidentiel de l'enseignement supérieur et de la recherche dans nos prochaines éditions. Nous allons évoquer maintenant les droits de l'homme. La CNDH a marqué la journée du 20 novembre consacrée aux droits des enfants par une causerie débat à laquelle ont été conviés plusieurs acteurs impliqués dans la protection des enfants au Togo. Catherine Pakpaou, Maryse Akoti. Nombreux sont ces enfants qui voient leurs droits bafoués parce qu'ils ignorent leur existence. En ce jour de commémoration de la Journée internationale des droits de l'enfant, célébrée chaque 20 novembre, la Commission nationale des droits de l'homme CNDH a ciblé plusieurs établissements, notamment le CEG Tokwe Nord, pour entretenir les élèves sur leurs droits et leurs devoirs. La promotion et le respect des droits de l'enfant ne doivent pas rester une simple idée, mais une réalité quotidienne. Dans cette logique, le président de la CNDH a solennellement lancé la campagne nationale de réactivation et d'implantation des clubs des droits de l'homme dans les établissements scolaires. Ce que nous voulons faire au niveau des établissements scolaires de notre pays, c'est permettre aux enfants d'abord de connaître la maison qui s'occupe de la promotion et de la protection de leurs droits au niveau de notre pays, sensibiliser les enfants à mieux connaître leurs droits et à les respecter et à les faire respecter leurs droits et ceux de leurs camarades avec qui ils partagent l'espace scolaire. Les enfants sont par la même occasion invités à apprendre à mieux connaître leurs droits, à contribuer à les faire prévaloir et à les défendre. Pour faire connaître nos droits, nous devons faire nos devoirs, ainsi amener nos parents à respecter nos droits. Après le CEG Tokwe Nord, la CNDH poursuivra sa campagne de sensibilisation sur les droits des enfants à l'école privée laïque Anna Maria ce vendredi. L'ONG Waouh Afrique est aussi très engagée dans cette promotion des droits des enfants. Elle lutte surtout contre les trafics dont les enfants sont souvent victimes, un combat auquel cette ONG entend associer désormais les conducteurs routiers. Arnold Kiliou. Les organisations de défense des droits des enfants au Togo impliquent davantage les conducteurs routiers dans le combat qu'elles mènent contre la violence et l'exploitation des enfants domestiques. Les chauffeurs des gares routières d'Agbalpé-Dogan, de Kodome et d'Akoresewa ont été sensibilisés sur le trafic des enfants afin qu'ils dénoncent tout cas d'aventure périleuse qu'ils auraient suspecté dans les stations. La mobilité des enfants travailleurs est aussi un phénomène contre lequel nous devons lutter. Si nous voulons vraiment construire un bel avenir à nos enfants relève de demain, eh bien nous avons nécessairement besoin d'une synergie d'action. Nous avons implanté des panneaux avec un message fort, avec le numéro vert de la DGPE pour guider les enfants en situation de mobilité. Des panneaux d'information ont été implantés dans les 3 gares routières ciblées et déjà ces pancartes suscitent la curiosité des visiteurs. Cette initiative du groupe de réflexion sur le travail des enfants et jeunes domestiques en collaboration avec Waouh Afrique et l'Union des syndicats des conducteurs routiers du Togo ICICOR est une contribution à la protection des enfants au Togo et constitue par la même occasion une mise en garde adressée aux différents trafiquants. Sous d'autres cieux, en Syrie par exemple, les enfants sont malheureux. Ceux que vous allez voir ne vont plus à l'école et ont à peine le temps de mettre pied dehors. Leur vie est au rythme des tirs de mortier et des obus, un quotidien dramatique auquel ils sont désormais habitués. Dans la banlieue de Damas, ce quartier rebelle est sans cesse bombardé par l'armée du régime. Un activiste filme ses enfants
Ils racontent leur quotidien. On marchait dans une manifestation et une bombe est tombée. Elle a blessé un petit garçon de son âge à elle. En arrière-plan, certains font du vélo. La guerre ne semble pas les troubler. Soudain, dans la panique, un homme crie. Il appelle une ambulance. Cherche des blessés. Plus tard, le caméraman retrouve les enfants sains et saufs, dans un abri. Le plus étonnant, leur sourire, après cette explosion, à quelques mètres d'eux. Il leur demande ce qu'a dit leur mère quand elle les a retrouvés. Elle a pleuré. Dans cette guerre sans fin, les enfants sont des cibles. Plus de 11 000 ont été tués, des centaines par des snipers, des tireurs embusqués. L'hiver arrive, le froid, la faim, les menacent aussi. Plus de 20 ans de carrière politique vouée à une descente effrénée aux enfers, la fraude fiscale qui éclabousse Silvio Berlusconi depuis plusieurs mois semble précipiter sa chute politique. Le Parlement italien vient de lui retirer son immunité. On l'appelle Il Cavaliere. 20 ans de carrière politique et presque autant de déboires judiciaires. Acquittement, prescription, amnistie, non-lieu. Silvio Berlusconi a toujours gagné. Mais la machine s'est grippée en août dernier. Pour la première fois, il est condamné de façon définitive. 4 ans de prison, dont 3 amnistiés, pour fraude fiscale dans l'affaire Mediaset, son empire médiatique. Il espère une peine de travaux d'intérêt général. Ce n'est que le début. En février prochain, à Naples, il sera jugé pour corruption de sénateur. 3 millions d'euros pour faire chuter le gouvernement de Romano Prodi. Autre affaire, Unipol. Il attend l'appel de sa condamnation à 1 an de prison pour violation du secret de l'instruction. Et puis, il y a les affaires avec les femmes. Le Rubygate d'abord, un procès en appel en 2014 pour abus de pouvoir et prostitution de mineurs. D'autres menaces pèsent, celle d'une possible enquête pour incitation à faux témoignage dans le Rubygate, celle d'un renvoi en justice dans l'enquête sur les prostituées de Bari. Reste la pension alimentaire pour son divorce avec Veronica Lario. 3 millions d'euros par mois, Silvio Berlusconi a déposé un recours. Lui aussi doit répondre de ses actes posés pendant la période du coup d'État de mars 2012. Le général Amadou Sanogo a été inculpé hier pour complicité d'enlèvement. Il doit justifier la disparition de 20 bérets rouges qui avaient voulu le renverser à leur tour et qui, depuis là, manquent à l'appel. Nous sommes ici dans le camp des bérets rouges à Bamako. Vous le savez, lors du coup d'État de 2012, il y avait cette opposition entre les bérets verts de Sanogo et les bérets rouges fidèles à l'ancien président ATT. Le 30 avril 2012, il y a un contre-coup d'État et ce jour-là, une vingtaine de bérets rouges ont disparu et c'est notamment pour cela que le juge voulait entendre le capitaine puis général Sanogo. Nous avons ici demandé à la mère de l'un de ces soldats bérets rouges qui a disparu depuis plus d'1 an ce qu'elle ressentait en ce jour de l'arrestation de Sanogo. La joie. Je ressens vraiment la joie. S'ils sont en vie, qu'on les ramène et qu'on les ramène. S'ils ne sont pas en vie, qui les a détruit sa vie, leur vie? Où? Par qui? Donc on veut tout savoir ça. Même là où ils sont, si ça trouve qu'ils sont assassinés nos enfants, on veut voir où sont enterrés nos enfants là. Comme cette dame, beaucoup de Maliens attendaient l'arrestation du général Sanogo, car vous le savez, depuis plusieurs semaines, il refusait de se rendre dans le bureau du juge. Les autorités, elles, espèrent qu'après cette arrestation, ce sera le retour de la stabilité au sein de l'armée malienne. Pendant ce temps à Lomé, les audiences de la cour d'assises se poursuivent. La séance d'hier a été consacrée à un cas de vol qualifié et groupement de malfaiteurs. Amoul Kiliou. Elo Kofi dit Ayano, Dadji Koku dit Koko et Elo Komi ont comparu devant la cour ce 3e jour des assises pour vol qualifié et groupement de malfaiteurs. Accusés d'avoir frauduleusement soustrait 12 portables de diverses marques, une caméra de marque digitale, des numéraires d'un montant de 4 400 points et plus de 4 380 000 francs CFA, des bijoux et autres lors de plusieurs braquages opérés dans la ville de Lomé. Ces infractions seraient commises
avec plusieurs auteurs, notamment les nommés Isaac, Ayao et Guy, abattus dans la nuit du 17 au 18 février 2009 à Agoué, lorsque ceux-ci se sont opposés aux forces de l'ordre en ouvrant le feu. Malgré la plaidoirie de l'avocate de la défense, le verdict du jury est sans embâche. Condamne sur l'action publique Amouzou Yao Tontonvi à 7 ans de réclusion criminelle pour les faits de vol qualifié et à 3 ans d'emprisonnement pour le délit de groupement de malfaiteurs. Décerne contre lui mandat d'arrêt. Elo Kofi Mohamed Zi Ayano à 15 ans de réclusion criminelle pour les faits de vol qualifié et à 5 ans d'emprisonnement pour le délit de groupement de malfaiteurs. Daji Koku Dikoko à 5 ans de réclusion criminelle pour les faits de vol qualifié et à 2 ans d'emprisonnement pour le délit de groupement de malfaiteurs. Prononce l'acquittement de Elo Komedi Amevi sur l'action civile, réserve les droits des parties civiles, fixe au minimum la durée de la contrainte par corps. La défense qui plaidait pour des mesures atténuantes a gagné. Seul l'acquittement de Elo Komi. C'est une satisfaction pour moi pour que un des prévenus ou bien inculpés soit libéré. Mais je suis un peu déçu parce que j'aimerais que tous les inculpés, les 3, soient acquittés. Parce que je ne vois en quoi ces inculpés-là ont commis cette infraction. Le 4e prévenu, le nommé Amouzou Yao, actuellement en liberté provisoire, n'a pas comparu pour cause de maladie. Lui et Elo Kofi et Dadji Koku disposent de 8 jours pour se pouvoir en cassation. Et pour être plus performants, les juges et greffiers se mettent au pas des nouvelles technologies. Ils s'initient un logiciel des notices mensuelles destiné à les aider dans la gestion rationnelle des dossiers. Charlotte Moussime. Maître Yarkou Afandam est greffier d'instruction au tribunal de Toon. Il est entré dans ce corps depuis 2010. Dans l'exercice de ses fonctions, Maître Yarkou doit recourir à la méthode traditionnelle, l'usage de machines à écrire mécaniques pour établir les statistiques conformément aux usages judiciaires en cours, ce qui du coup complique et ralentit le travail. Le greffier d'instruction s'occupe de la mise en forme et l'habillage du dossier et les actes préparatoires avant de confier le dossier au juge d'instruction pour les actes à accomplir. On est confronté à plusieurs difficultés. Bon, les juridictions de l'intérieur par exemple, nous ne sommes pas souvent dotés d'équipements informatiques, et ce qui fait que la mise à jour des activités du cabinet d'instruction est souvent en retard. C'est donc pour mettre fin à cet état de choses que l'Inspection générale des services juridictionnels et pénitentiaires a conçu et réalisé un logiciel informatique spécifique à ces notices mensuelles. 2 jours de travaux permettront à ces praticiens de droit de s'approprier le dit logiciel. La loi prévoit que le travail du juge d'instruction soit évalué à la fin de chaque mois. Le nombre de dossiers reçus, le nombre de prisonniers accueillis, ou bien de personnes placées sous mandat de dépôt, le nombre de personnes libérées, tous les actes que le juge d'instruction fait doivent être inventoriés et doivent faire l'objet d'une statistique. Et c'est ce que nous appelons les notices mensuelles. Donc le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui, l'appropriation des notices mensuelles, consiste à remplacer un ancien système qui est le système traditionnel de notices mensuelles qui se faisait à partir des machines à taper mécaniques par maintenant l'outil informatique. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, a dans son adresse aux juges et greffiers d'instruction rappelé l'importance des notices mensuelles dans l'activité juridictionnelle et réaffirmé l'engagement du gouvernement togolais dans la mise en place d'une justice moderne, performante et plus compétitive. Ces notices mensuelles furent en effet unanimement admises comme étant des indicateurs sûrs de la bonne santé des cabinets d'instruction dans leur fonctionnalité
et par conséquent la voie par excellence susceptible de mettre en évidence la performance ou la léthargie de ceux-ci à travers les contrôles devant être exercés par le procureur général et la chambre d'accusation sur le fonctionnement des dites structures. Je suis convaincu que la rencontre de ce jour fera faire un bond salutaire en avant pour le bien-être de votre mission juridictionnelle en matière d'investigation au 2e degré. Après la cour de Lomé, ce sera au tour des juges et greffiers d'instruction des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel de Kara de s'approprier le logiciel des notices mensuelles. Direction le Zio, dans le canton de Covier, qui dispose d'une nouvelle piste rurale bien retapée. C'est pour désenclaver les villages du milieu et faciliter l'éclosion des activités socio-économiques. Notre guide, Fallon Wonego. Les populations de Covier n'ont plus que 12 km de pistes à parcourir pour accéder à la nationale numéro 5, le Mekpalimé. Existante depuis 1970, cette piste était dans un état de dégradation avancé. Mais en 3 mois, elle a fait peau neuve grâce à la politique de désenclavement des milieux ruraux du gouvernement. C'est d'un joyau onéreux que les populations de Covier ont hérité. La particularité de cette chaussée-là, c'est que c'est une zone marécageuse sur 5 km. Et une zone encore pour changer de bas-fond répétitif sur 7 km. Nous avons fait un rechargement de 12 600 m3 systématique sur la route. Ça a coûté 108 241 400 francs. La route Covier Bavé désenclave sur 12 km, désenclave plus de 15 villages. Mais le canton de Covier même compte près de 24 villages. Donc les autres localités se trouvent sur le tronçon Covier-Mouépé. Donc avec la politique des grands travaux, il est prévu dans les années à venir de pouvoir améliorer le niveau de service, c'est-à-dire réaliser les travaux de réhabilitation et d'élimination des points critiques sur toutes les localités enclavées pour permettre aux populations non seulement de pouvoir assurer dans des conditions normales les échanges entre les populations elles-mêmes et avec les localités, mais également de pouvoir booster leurs activités socio-économiques. Les réjouissances n'ont pas suffi aux populations du canton de Covier pour exprimer leur joie et témoigner leur reconnaissance au gouvernement et au chef de l'État pour leurs efforts en matière de développement et de décentralisation. Ce remerciement va particulièrement au chef de l'État qui ne cesse de faire des efforts pour que Covier soit aujourd'hui un canton qui a réuni toutes les conditions nécessaires pour l'écoulement de ces produits agricoles. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Nissa Ognonfam, qui a représenté sur place le chef de l'État, a convié les bénéficiaires à un minutieux entretien de cette voie dont ils sont désormais les propriétaires. À Vaughan, la municipalité est aussi à pied d'œuvre pour relever les défis socio-économiques. Elle vient de valider son plan de développement communal, outil de planification des projets de développement de la localité. Située au sud-est de la région maritime, la commune de Vaughan est l'une des 7 communes urbaines de la région. Elle a été érigée en commune de moyen exercice en février 1986 et en commune urbaine en 2006. Mais elle tarde à décoller sur le plan socio-économique, d'où l'élaboration de ce premier plan de développement communal qui va servir d'un outil de planification d'ici 2038. D'ici 2038, nous attendons un Vaughan ou une commune de Vaughan où vraiment le cadre de vie est amélioré. Une commune où les infrastructures socio-économiques sont nécessaires, construites et sont nécessaires à l'épanouissement de toute la population de Vaughan. Nous attendons donc de Vaughan une commune où les potentialités touristiques, où les potentialités culturelles sont valorisées et permettant à
à chaque Vaughanais, donc où qu'il soit, de pouvoir se dire enfin, je vis dans une société épanouie, je vis dans une société paisible. Les problèmes socio-environnementaux et économiques sont les grands défis que va tenter de relever le premier plan de développement communal de Vaughan lancé le 14 mai 2013. Nous avons en tout 13 programmes. Et dans ces programmes, nous avons tenu compte de tous les domaines de compétences amenés. Donc tous nos projets vont dans tous ces domaines-là où nous avons alors une compétence. Il y a l'éducation, la santé, l'environnement, il y a l'urbanisme, l'habitat, il y a l'eau et l'assainissement. J'ai initié une réunion mensuelle pour les chefs de village et bimensuelle pour les chefs quartiers. Avec ça, tout le temps, ce que nous faisons, nous traitons dans nos réunions, vont rejaillir dans les quartiers, dans les villages, pour que les populations s'imprègnent et prennent en route notre moteur. Le plan de développement communal de Vaughan tire sa source de la loi numéro 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales. La préfecture de Vaud compte 55 977 habitants, dont 17 500 pour la commune, selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat. Nous revenons sur les travaux du Conseil présidentiel sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche démarré ce matin à la place des fêtes de la présidence de la République. Le chef de l'État y a prononcé un important discours que je vous invite à suivre. Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale, Madame la directrice régionale représentante de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organismes internationaux, Messieurs les recteurs et présidents des universités publiques du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et du Togo, distinguées autorités traditionnelles, religieuses, civiles et militaires, Mesdames et Messieurs les doyens et directeurs des établissements publics et privés d'enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les enseignants-chercheurs en vos titres et grades respectifs, chères étudiantes et étudiants, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais adresser à mon tour mes cordiales salutations à tous les participants et en particulier aux membres des délégations du Bénin, du Burkina Faso et du Niger. Je tiens à vous remercier, chers amis, d'être parmi nous pour partager vos riches expériences en matière de gestion des défis de l'enseignement supérieur. Le monde d'aujourd'hui étant dominé par la montée en puissance de la société du savoir, nous devons tous nous mobiliser afin que l'université togolaise de demain soit une source de progrès et de liberté, mais aussi le prolongement de notre quête ardente de modernité. La concertation nationale qui s'ouvre ce jour s'inscrit résolument dans cette dynamique. Elle est d'autant plus importante à mes yeux qu'elle comporte des enjeux qui sont étroitement liés à la construction d'un Togo émergent. Il n'y a pas aujourd'hui de plus grand défi que celui de la formation des compétences capables de s'engager activement et avec conviction dans les voies que nous avons choisies pour consolider notre marche vers le développement économique et social. J'attache un grand prix au succès de cette concertation nationale car elle nous donne une occasion unique de nous poser les bonnes questions, notamment sur les rapports que l'université togolaise doit entretenir avec la réalité du monde d'aujourd'hui et les défis de l'avenir qui est déjà à nos portes.
Au moment où nous nous apprêtons à repenser l'enseignement supérieur au Togo, dans ses fondements et dans toute sa globalité, je voudrais m'associer à l'hommage qui est rendu à tous ceux qui ont œuvré pour que notre pays puisse ouvrir les portes de la première université nationale au début des années 70, soit une décennie seulement après son accession à l'indépendance. Cette démarche a été salutaire. Elle a permis au Togo naissant de former sur son propre sol une première génération de jeunes cadres qui ont pris diverses responsabilités dans la construction de notre jeune nation. Je voudrais en particulier rendre hommage à tous ceux qui ont partagé cette vision et ont mis leur génie et leur savoir-faire au service de la patrie en participant à l'essor d'un système d'enseignement supérieur de qualité dans notre pays. Nous ne dirons jamais assez merci aux enseignants-chercheurs, notamment les plus anciens, qui ont souvent sacrifié une meilleure carrière sous d'autres cieux, qu'ils trouvent donc ici l'expression de notre hommage pour l'œuvre accomplie. Distingués invités, mesdames et messieurs, depuis la création de la première université nationale au Togo, plus de 4 décennies se sont écoulées. Nos universités ont pris durant cette période toute la mesure de la mission qui leur a été assignée. Elles ont donné tout ce qu'elles pouvaient donner. Mais aujourd'hui, force est de constater que la donne a beaucoup changé, et ce à tous les niveaux. Malgré les efforts importants consentis par l'État ainsi que par les partenaires au développement, nos universités sont aujourd'hui confrontées à d'énormes contraintes. Ces contraintes sont connues de tous. D'ailleurs, le devenir de l'enseignement supérieur est un agenda commun à toutes les nations, même si le degré des pressions et des urgences peut varier considérablement d'un pays à un autre. Chez nous au Togo, le rythme de croissance de l'offre dans les différentes composantes de l'enseignement supérieur n'a pas pu suivre celui de la demande. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le nombre d'étudiants dépasse largement les capacités d'accueil des infrastructures de formation, de recherche, d'hébergement, de restauration et de transport. Le contexte régional et mondial de compétition dans lequel nous vivons aujourd'hui nous oblige toutefois à ne pas nous laisser choir ni dans le pessimisme ni dans le défaitisme. L'université étant la pointe avancée de notre intelligence collective, nous devons tout mettre en œuvre pour son redressement. Je voudrais le redire une fois encore, c'est une responsabilité collective. Les mutations profondes de l'environnement politique, économique et social dans lequel évolue aujourd'hui l'enseignement supérieur exigent des réformes de grande envergure. Il nous appartient donc de mesurer le chemin parcouru, d'analyser sans aucune complaisance les faiblesses qui minent notre système d'enseignement supérieur. De nombreux travaux d'excellente qualité ont déjà mis en évidence ces faiblesses. Des solutions pertinentes ont été proposées. Il s'agit à présent de les traduire en stratégie d'action afin que l'enseignement supérieur devienne un vecteur de développement de notre pays dans toutes ses dimensions. Dans ce domaine, toute réforme porteuse doit être basée sur une réelle prise de conscience collective de l'utilité économique et sociale des formations de haut niveau. Et pour être utiles, ces formations de haut niveau doivent s'intégrer dans des projets pédagogiques novateurs en phase avec nos réalités et notre quête d'un Togo moderne et plus prospère. Distingués invités, mesdames et messieurs,
L'institution universitaire est un gisement inépuisable et toujours renouvelé de ressources humaines. Elle a déjà montré sa capacité à se mobiliser pour opérer des changements indispensables. Je pense à la mise en œuvre de la réforme LMD. Aujourd'hui, je crois qu'il faut oser aller plus loin et rompre radicalement avec le passé. Nous devons assigner à notre enseignement supérieur de nouvelles finalités, plus conformes aux exigences de l'heure, telles que nous sont imposées par l'environnement globalisé où l'économie du savoir est désormais au cœur de tous les enjeux géostratégiques. Il est également fondamental de prendre en considération l'engagement de notre pays dans le processus d'intégration en cours dans notre sous-région et au-delà. Nous faisons partie d'un tout régionalisé, globalisé, et notre offre en matière d'enseignement supérieur doit gagner le pari de la cohérence et de la complémentarité avec les autres. La symbiose avec les autres est une condition de notre succès. Mais la nouveauté fondamentale de la rencontre qui s'ouvre aujourd'hui se trouve dans la mission même qui lui est dévolue. Elle doit impérativement marquer une rupture et un nouveau départ afin de créer les conditions d'une nouvelle dynamique, plus propice à l'essor d'une nouvelle échelle de valeurs dans la manière même de penser l'enseignement supérieur au Togo. À cet égard, j'ai noté avec un grand intérêt la grande pertinence des axes thématiques qui seront au cœur de vos travaux. La reconfiguration de notre système d'enseignement supérieur et de recherche est assurément une tâche difficile, mais avouons-le, elle est aussi exaltante. Je sais que vous y consacrerez toute votre énergie et votre savoir-faire. La haute portée de la mission qui vous est confiée exige toutefois que vous preniez en considération certains éléments qui me paraissent indispensables pour sa pleine réalisation. Comme l'ont montré les expériences récentes des pays émergents, une étroite corrélation doit être en permanence établie entre enseignement supérieur et développement. L'enseignement supérieur et la recherche doivent en effet épouser les priorités de la politique de développement d'un pays. Ils doivent notamment, chez nous, tenir compte des grands axes de la stratégie de croissance accélérée pour l'emploi qui guidera notre action durant les prochaines années. Nous devons, en tout état de cause, renoncer définitivement au modèle de l'université publique de masse qui ne valorise pas assez les filières professionnalisantes. La nouvelle université togolaise doit avoir pour vocation de former des acteurs responsables, capables de répondre à des degrés divers à l'impératif de développement de leur pays. Elle doit être capable de former des entrepreneurs, des créateurs d'emplois et des porteurs de projets pour eux-mêmes et pour le pays. Face à l'accroissement exponentiel des effectifs des étudiants, nous devons innover. Il nous faut créer de nouvelles alternatives pour une meilleure régulation et une gestion maîtrisée des effectifs, en mettant l'accent sur un meilleur équilibre des offres de formation ainsi qu'une nouvelle configuration de la carte universitaire du pays. Mais comme chacun le sait, toute réforme digne de ce nom exige des ressources. Dans ce domaine, les contraintes, il faut l'avouer, sont nombreuses. Mais l'horizon, je crois, n'est pas totalement bouché. Nous ne devons pas faire d'emblée l'impasse sur la capacité de mobilisation des ressources internes auprès du secteur privé national. Faut-il le faire en ayant recours aux incitations fiscales pour encourager les opérateurs économiques à investir davantage dans l'enseignement supérieur?
les pistes de réflexion ne manquent pas et la formule des partenariats publics-privés ouvre de larges perspectives. Il est en tout cas temps de cesser de faire une fixation sur l'État comme seul pourvoyeur de ressources pour l'essor de l'enseignement supérieur de qualité. Les universités ne doivent plus dépendre exclusivement des allocations budgétaires de l'État pour leur fonctionnement. Il est en effet impérieux que les universités gagnent davantage en autonomie en explorant des sources alternatives de financement. La même ambition pour sortir l'enseignement supérieur de sa situation actuelle concerne aussi la recherche scientifique. La recherche scientifique doit sortir des sentiers battus et s'affirmer comme la source nourricière de la formation. Elle doit surtout prendre en compte les préoccupations de la société togolaise en devenant un instrument privilégié pour l'innovation et pour les actions hardies en vue du développement économique et social. La recherche est un investissement pour la nation. Ces résultats ne doivent pas rester confinés dans le secret des laboratoires. Bien au contraire, ils doivent irriguer toute la vie sociale en contribuant à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, notamment dans les domaines essentiels que sont la santé, l'agriculture, l'accès à l'eau potable, etc. C'est de sa capacité à apporter des réponses aux demandes sociétales que l'on juge de la pertinence de la recherche, de son aptitude à jouer pleinement son rôle de vecteur de progrès et de croissance économique. L'innovation par la recherche ne doit toutefois pas être le seul apanage des universités publiques. Il est vivement souhaitable que les institutions privées d'enseignement supérieur jouent aussi pleinement leur rôle, en prenant toutes les dispositions pour libérer leur potentiel, notamment à travers la valorisation et la diversification de leur offre de formation. C'est seulement ainsi qu'elles seront en mesure de générer, dans le respect des procédures en vigueur, de nouveaux centres d'intérêt dans une logique de complémentarité avec les universités publiques. Le secteur privé a un rôle important à jouer dans le renforcement et le rayonnement de notre enseignement supérieur. Je souhaite qu'il s'y engage plus activement par des partenariats opérationnels et mutuellement avantageux avec les universités publiques. Permettez que je m'adresse maintenant à nos chères étudiantes et nos chers étudiants. Les efforts que le gouvernement déploie pour doter notre pays d'un système d'enseignement supérieur de qualité visent avant tout à ouvrir de nouveaux horizons pour la jeunesse. Il va sans dire que ces efforts ne peuvent porter leurs fruits que dans un climat apaisé. Mais je sais que la culture du débat et de la contestation est une donnée constante du monde estudiantin, quel que soit le pays considéré. L'effervescence est inhérente à la vie universitaire, car l'université est un incubateur d'idées nouvelles. Cela ne doit pas pour autant transformer les campus universitaires en champ de lutte politicienne. Je souhaite donc vivement que les batailles rangées, la politisation de la vie universitaire appartiennent définitivement à un passé révolu. Chaque étudiante togolaise et chaque étudiant togolais doit être une semence pour l'avenir. Il appartient à chacune et chacun d'entre vous de cultiver les valeurs qui feront demain de vous des cadres compétents, responsables et fiers de servir leur patrie. Pour sa part, le gouvernement restera constamment à l'écoute des préoccupations du monde estudiantin. Il continuera à tout mettre en œuvre pour contribuer, dans la mesure de ses moyens, à la réussite de nos jeunes étudiants, car leur réussite est aussi la nôtre. Leur succès est notre succès. En retour, je souhaite que le sens du dialogue et de la concertation
soient préservés, quelle que soit la situation, afin que nous puissions bâtir ensemble l'université de demain. L'université togolaise de demain tiendra pleinement ses promesses si nous parvenons à l'asseoir sur une véritable charte de l'excellence qui liera toutes les parties prenantes. Ce nouveau contrat sera le gage d'un meilleur devenir pour notre cher pays, le Togo. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, chers participants, comme il vous est loisible de le constater, les défis qui nous attendent sont si immenses que je vous engage à donner le meilleur de vous-même afin que les germeront du débat puissent déboucher sur une feuille de route ambitieuse et pragmatique. Nous avons besoin de ce nouveau cadre stratégique pour faire émerger, à soutenir et à prolonger notre combat pour l'essor d'un Togo nouveau, plus moderne et plus prospère. C'est donc sur cette note d'espérance que je déclare ouverts les travaux de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Togo, auquel je souhaite le plus grand succès. Je vous remercie de votre aimable attention. Cette édition, ce point de presse animé hier par le syndicat des enseignants du Togo, le SYNTET, félicite le gouvernement pour l'engagement récent de 5000 enseignants volontaires du primaire dans la fonction publique. Albert Tignac. L'intégration d'un grand nombre d'enseignants volontaires du primaire dans la fonction publique était l'une des revendications du syndicat national des travailleurs de l'enseignement du Togo, SYNTET. Aujourd'hui, c'est chose faite selon les responsables du syndicat. À travers un point de presse, le SYNTET a voulu exhorter les pouvoirs publics à poursuivre cette politique d'intégration en incluant le secondaire. Ceci permettra de supprimer le corps des enseignants volontaires. Le SYNTET s'est donné certains objectifs d'éradication du corps des enseignants volontaires. Il s'est dit qu'il va lutter pour que ce corps-là n'existe plus dans l'enseignement. Parce que nous faisons les mêmes travaux. Depuis que ces résultats ont été donnés, nous nous sommes dit que quand même, il faut organiser un point de presse pour demander. Parce que quand vous allez dans l'enseignement, nous n'avons pas que les EV au cours primaire. Il y a aussi dans le secondaire, dans les lycées, les EV. Le SYNTET salue l'esprit de responsabilité et de courage du corps enseignant pour avoir repris le chemin de l'école, malgré les manifestations qui perturbent le bon déroulement des cours. Nous ne pouvons pas, au nom d'une prime, sacrifier l'avenir de ces enfants-là qui ne cherchent qu'à aller à l'école. Quand il y a grève, regardez autour de nous. Quand ces enfants-là traînent, ce n'est pas normal. Il faut que, à un moment donné, nous prenons conscience pour sauver cette année scolaire, pour l'avenir de ces élèves-là, l'avenir de nos enfants. Le SYNTET encourage les fédérations syndicales et le gouvernement à poursuivre les négociations en vue d'un aboutissement heureux de la rentrée scolaire 2013-2014 au Togo. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communique par une correspondance datée du 21 novembre 2013. La vice-présidente des dames de l'ANC a porté à la connaissance du ministre de la Sécurité et de la Protection civile leur intention d'organiser à Lomé les vendredis 29 et samedi 30 novembre 2013 deux grandes marches pacifiques de protestation et de revendication suivies de meetings. À l'analyse des éléments avancés par les organisateurs au soutien de leur initiative, il est clairement apparu que ces manifestations reposent sur des motivations confuses où l'on retrouve des mobiles politiques et sociaux portant notamment sur l'affaire des incendies des grands marchés de Lomé et de Kara, la promotion des droits de l'homme et bien d'autres motifs liés entre autres à la bonne administration de la justice. S'agissant en particulier du dossier des incendies des grands marchés de Lomé et de Kara, actuellement
pendant devant les tribunaux, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile attire l'attention des organisateurs de ces marches sur la nécessité de laisser à la justice le soin de parachever son travail. Il leur rappelle que la loi prévoit des voies de recours qui peuvent être également utilisées pour faire valoir leurs prétentions. Néanmoins, et dans le respect du droit de manifester sur la voie publique reconnu par nos textes de loi, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a décidé de prendre les dispositions nécessaires dans le strict respect des prescriptions légales et réglementaires en vigueur pour sécuriser ces marches. En outre, il tient à attirer l'attention sur les dangers encourus et les risques de débordement qui peuvent survenir à tout moment et qui engageraient le cas échéant l'entière responsabilité des organisateurs. En conséquence, ceux-ci sont invités à prendre toutes les précautions pour éviter les provocations, les actes de vandalisme et tout autre acte susceptible de porter atteinte à l'ordre public. C'est signé du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Yark Daman.